Bonjour à tous, c'est David de l'Orme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir si effectivement un nourrisson, lorsqu'il naît et ensuite lorsqu'il est allaité par sa mère, est-ce qu'il est en état de cétose. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que à la suite de ma vidéo que j'ai faite pour mes 50 ans, eh bien, il y a eu un certain nombre de commentaires de personnes qui mettaient en doute le fait qu'un nourrisson puisse être en cétose parce que notamment le lait maternel contient naturellement des glucides. Alors ça m'a montré qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'avaient pas du tout été comprises par rapport au régime cétogène. Pour commencer, je rappelle juste ce qu'est le régime cétogène, c'est avoir une alimentation qui est modérée en protéines, qui est riche en lipides, en graisses, et qui est pauvre, voire très pauvre en glucides. Moi je suis en régime low carb, c'est-à-dire que je consomme peu de glucides depuis à peu près 4 ans, et j'ai décidé de tester le régime cétogène, tout simplement parce que je me suis rendu compte que pour moi, le régime low carb n'était pas suffisant. Alors revenons à nos moutons, donc est-ce qu'un nourrisson naît à l'état de cétose? Alors je vais vous partager un certain nombre de documents, puisque les personnes qui mettent en doute ce que je dis sont un petit peu fainéantes et ne sont pas allées vérifier par elles-mêmes si c'était vrai ou pas. C'est un petit peu dommage. Donc voici le premier document que je vous partage. Mise au point sur l'hypoglycémie du nouveau-né, le CHRU hôpitaux de Tours. Voilà, donc c'est un document tout à fait officiel. La mise en place des systèmes de régulation glucidique commence pendant la vie fœtale et s'achève après la naissance. Alors déjà sur ce premier schéma, on voit que effectivement le nourrisson va transformer une partie des lipides qui a contenu dans son tissu adipeux en corps cétonique. Vous voyez. Bon, après, je ne vais pas parler des autres voies métaboliques, je ne vais pas parler de la partie glucose, de la partie lactate. Alors voilà, ici on nous parle du rôle du tissu adipeux. Vous voyez à la naissance, la lipolyse libère du glycérol et des acides gras libres plasmatiques. Et donc, on voit ici, les acides gras libres produisent des corps cétoniques. Voilà. Substrat alternatif pour différents tissus, dont le cerveau, rôle de protecteur cérébral. Voilà, effectivement, les corps cétoniques, ils ont un intérêt majeur dans le développement du cerveau du nourrisson. Et puis, ça diminue la demande de glucose. Alors ici, on a un petit graphique. Donc, on a depuis la naissance, quelques heures après la naissance, et on voit que la cétogénèse, c'est-à-dire la fabrication de corps cétoniques, augmente quelques heures après la naissance pour se stabiliser. Donc il y a une chose aussi que je ne savais pas, c'est qu'un prématuré va avoir peu de corps cétoniques. Et donc on nous dit que ça va entraîner une limitation de la disponibilité des substrats alternatifs cérébraux, ce qui veut dire que le nourrisson n'a pas besoin que de glucose, il a besoin d'autres substrats, dont les corps cétoniques, et donc qui va en manquer. Alors là, voici donc une thèse de doctorat rédigée par Carole Escartin. Voilà, 2009. Donc on a la version française, ce sera quand même plus sympa. Donc là, j'ai mis en bleu les mots cétoniques. Voilà, comme ça on voit dans le document où ça apparaît. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'utilisation des corps cétoniques au cours du développement. Alors on nous dit que les corps cétoniques, donc CC c'est pour corps cétoniques, représentent surtout un substrat énergétique important chez les mammifères avant le sevrage. Ainsi, on observe une consommation importante de BHB, donc bêta-hydroxybutyrate, par le cerveau de jeunes rats non sevrés, qui représente plus de 30% de l'apport énergétique cérébral de ces rats. Bon voilà, c'est un petit peu complexe, ça reste une thèse, donc si ça vous intéresse de lire ça et de voir un petit peu le détail de tout ce qui est dit, vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai mis en description. Mais en gros, voilà un petit peu un autre document qui parle des corps cétoniques chez le nouveau-né. Alors on va voir maintenant d'autres éléments. Alors je vous mettrai les liens si vous avez envie de voir ça. Moi j'ai fait un copier-coller de ce qu'il y avait dans les documents. Donc vous avez le lien ici, et puis vous avez ce que j'ai copié-collé, voilà, comme information. Donc là, on nous parle d'études. Un projet financé par l'Union européenne vient juste de terminer des recherches fascinantes sur le rôle des corps cétoniques dans le développement du cerveau pendant les premières semaines de vie du nouveau-né. Les recherches futures pourraient se concentrer sur les sources d'énergie supplémentaires que représentent les corps cétoniques, le lactate ou le pyruvate dans un liquide céphalorachidien artificiel afin d'imiter les conditions du cerveau d'un nouveau-né. Alors ensuite, on a un autre document, l'évolution du cerveau humain
de la matière grasse à la matière grise. Alors on nous dit le rôle des réserves de gras du nourrisson dans l'expansion du cerveau au cours de la croissance ne se limite pas seulement à constituer une source d'acides gras dont l'oxydation est destinée à répondre aux besoins énergétiques du corps ou du cerveau. Il s'éclaire en considérant que des produits de l'oxydation des acides gras, soit les 3 corps cétoniques, auraient pu jouer 2 rôles métaboliques importants pour l'évolution du cerveau. Alors j'ai pas mis le premier point parce que il m'intéressait pas, mais vous pourrez aller le lire. Et après on nous dit, dans leur tissu adipeux, les nouveau-nés humains possèdent une réserve d'acides gras de 10 à 25 fois plus grande que chez tous les primates non humains. Chez le nouveau-né humain, cette réserve d'énergie est utilisée pour produire des cétones d'une manière constante, peu importe si le bébé est à jeun ou non. Par ailleurs, la production des cétones chez l'adulte ne s'observe que lorsqu'il est à jeun. À la mi-grossesse, les cétones représentent non seulement un substrat énergétique alternatif au glucose, mais semblent de plus représenter un substrat essentiel, puisqu'elles fournissent jusqu'à 30% des besoins énergétiques cérébraux du fœtus. Et ensuite on nous dit, troisièmement, le cerveau en développement doit faire appel aux cétones, source essentielle de carbone, pour mener à bien la synthèse du cholestérol et des acides gras nécessaires au fonctionnement membranaire des milliards de neurones élaborant de nouvelles connexions. Pour se constituer, la membrane neuronale du cerveau exige du cholestérol et des acides gras saturés, lipides qui ne sont fournis qu'en faible quantité par le sang. Par conséquent, une source de carbone, exogène au cerveau, abondante et hydrosoluble est nécessaire et doit pouvoir à la fois servir à la synthèse de ces lipides et parvenir au cerveau. En fait, les cétones forment la source préférentielle de carbone dans la synthèse des lipides dans le cerveau. Alors ensuite, on a une autre étude qui parlait des cétones. Alors là, c'était le titre en anglais. Là, je vous ai mis la traduction en français. Quand les cétones sont présentes dans la circulation sanguine, elles permettent l'économie de consommation de glucose par le cerveau, car elles représentent le carburant préférentiel et sont alors essentielles pour le développement cérébral normal de l'enfant. Donc, encore un document qui nous parle des cétones dans le développement normal du cerveau de l'enfant. Alors on a un autre document, contraintes énergétiques et nutritionnelles sur le développement du cerveau, implications pour l'expansion du cerveau humain au cours de son évolution. Un apport considérable en énergie et en certains micronutriments est essentiel au développement du cerveau humain, et tout indique que cette double contrainte aura prévalu tout au long de son évolution. En ce qui concerne plus particulièrement la contrainte énergétique, elle a été surmontée grâce à une couche importante de gras corporel qui se développe dans le fœtus humain au cours des 3 derniers mois de la gestation. Cette couche de gras a pour effet de répondre à la forte demande énergétique des premières années de la vie des nouveau-nés en leur fournissant les acides gras nécessaires à la production de corps cétoniques, carburant obligatoire de leur cerveau en croissance. Donc vous voyez bien que à chaque fois on nous dit que c'est un carburant qui est obligatoire, c'est pas du tout facultatif. Et j'espère que vous avez bien compris un petit peu au-dessus. Ici, cette phrase, qui est quand même importante, chez le nouveau-né humain, cette réserve d'énergie est utilisée pour produire des cétones d'une manière constante, peu importe si le bébé est à jeun ou non. Alors que chez l'humain, à moins qu'il soit en régime très pauvre en glucides, les humains qui mangent beaucoup de glucides, ne produisent pas de cétones, sauf quand ils sont à jeun. Alors que les nourrissons, même en buvant le lait maternel, eh bien, ils vont également produire des cétones. Alors maintenant, si on regarde un petit peu la composition du lait maternel, parce que c'est ça qui vous a fait tiquer. Alors je suis allé voir sur un truc très officiel, Association des lactariums de France, on ne peut pas faire plus officiel que ça. Donc ça contient 8 à 12 grammes de protéines par litre. Ça contient également, en termes de lipides, à peu près 35 grammes par litre. On apprend des choses intéressantes, on apprend qu'il y a une lipase dans le lait maternel qui va aider le nourrisson à pouvoir digérer ces lipides. On apprend également que 70% c'est de l'acide palmitique, donc c'est un acide gras saturé. Et puis on apprend également que le lait de femme est riche en cholestérol. Évidemment, c'est absolument indispensable pour le développement du nourrisson, son développement cérébral, pour qu'il puisse fabriquer tout un tas d'éléments, dont une bonne partie des hormones. Et puis ça, c'est ce qui vous a embêté en fait. Ça, c'est ce qui vous a embêté, c'est la quantité de glucides. On apprend qu'il y a 60 grammes de glucides par litre. Donc 1 litre de lait, ça fait à peu près 1 kg, c'est-à-dire 1000 grammes. Donc ça nous fait à peu près 7,5% de glucides. Et parmi ces glucides,
on a 63 grammes de lactose et 12 grammes d'oligosaccharides. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, parmi ces 75 grammes de glucides, tous ne sont pas digestibles. Les 12 grammes d'oligosaccharides, en fait, ce sont des prébiotiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des sucres qui ne vont pas être assimilés, qui ne vont pas passer dans le sang, donc qui ne vont pas faire monter la glycémie, et vont servir de nourriture au microbiote intestinal du nourrisson. Ensuite, on a 63 grammes de lactose. Alors le lactose, c'est quoi? C'est un sucre qui contient une molécule de glucose et une molécule de galactose. Donc on a 50-50, et le galactose, c'est une molécule qui a besoin d'être métabolisée par le foie avant de pouvoir être utilisée. Donc on a à peu près 31-32 grammes au litre de glucose, donc ça fait à peu près 3%, ce qui est quand même pas énorme. Et on a à peu près aussi 3% de galactose qui va être transformé lentement en glucose par le foie, et donc ça va entraîner une libération d'énergie qui va être lente par rapport au glucose. Donc j'espère que vous avez compris avec tous les documents que je vous ai montrés que le nourrisson, tant qu'il est allaité, tant qu'on ne lui donne pas du lait maternisé, il faut qu'il ait le lait de sa maman, eh bien, il va être en état de cétose et c'est absolument indispensable à son développement, notamment cérébral. Ce qui vous a posé problème, c'est la quantité de glucides. Enfin, ce qui a posé problème à certains, c'est la quantité de glucides. Parce que vous vous dites, ben mince, il y a des glucides dans le lait maternel, donc le nourrisson ne peut pas être en cétose. Alors, je pense que vous n'avez pas compris comment ça fonctionne, le régime cétogène. Le régime cétogène, c'est assez simple. Il faut diminuer la quantité de glucides de façon à pouvoir produire des corps cétoniques. Et cette diminution des glucides, elle est individuelle. Moi, peut-être que je vais arriver à produire des corps cétoniques si je mange, alors c'est hypothétique, 50 grammes de glucides par jour, alors qu'une autre personne, elle va devoir descendre à 20 grammes, et encore une autre personne devra descendre à 15 grammes, et peut-être qu'une autre personne pourra aller jusqu'à 100 grammes. Par exemple, les plus sportifs vont pouvoir manger 100 grammes de glucides sur une journée et vont rester en cétose. Donc c'est pas parce qu'on mange des glucides que on ne produit pas de corps cétonique. Tout est une question de quantité individuelle. Ce que vous devez comprendre, c'est que le lait maternel a la composition parfaite pour le nourrisson. Il y a la quantité de lipides parfaite, il y a la quantité de glucides parfaite, il y a la quantité de protéines parfaite, et tout ça, ça lui permet d'avoir une parfaite flexibilité métabolique, c'est-à-dire qu'il va pouvoir à la fois utiliser le glucose dont il a besoin, il va pouvoir également utiliser les corps cétoniques dont il a besoin. Donc quand je disais dans ma vidéo pour mes 50 ans qu'un nourrisson naît en cétose, je pense que là vous avez bien compris que c'est vrai. Je ne suis pas trop du genre à affirmer des choses un petit peu loufoques qui seraient fausses. Après, avant de remettre en doute mes dires, allez vérifier par vous-même. Parce que moi, ça me fait perdre du temps de répondre à des commentaires de personnes qui remettent en doute ce que je dis et qui m'obligent à passer du temps. J'ai bien conscience que pour certains, le régime cétogène, c'est quelque chose de pas évident, que certains pensent que c'est un régime qui est extrême et déséquilibré. Alors moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas le régime riche en glucides qui est consommé par la planète entière qui est extrême? Est-ce qu'alors que notre sang contient à peu près 4 à 5 grammes de glucose, est-ce que lui apporter en un seul repas 100 grammes de glucose, est-ce que c'est pas un problème? Et quand on voit l'explosion du prédiabète et du diabète, il y a quand même 1 milliard de personnes sur la planète qui sont ou prédiabétiques ou diabétiques, moi je pense qu'on devrait quand même se poser des questions avec ce régime alimentaire riche en glucides qui est censé être normal, qui est considéré comme hyper sain, d'autant plus que les recommandations officielles vont vers un régime alimentaire qui est censé être avec moins de protéines animales, et plus de quoi? Plus de glucides, c'est-à-dire qu'il va falloir augmenter la part de lentilles. Donc les lentilles, je vous rappelle que 100 grammes de lentilles cuites, c'est 8 grammes de protéines, et c'est des glucides. Que les pois chiches, c'est pareil en fait. Les légumineuses, pour moi, c'est pas la solution, parce que vous avez une petite quantité de protéines. Alors je vous rappelle, jusqu'à preuve de contraire, personne ne mange des lentilles sèches ou des pois chiches secs. On les mange cuits. Et quand vous prenez la valeur qui est indiquée un petit peu sur les sites pour faire croire qu'il y a beaucoup de protéines dans les lentilles et les pois chiches et compagnie, c'est toujours sec la valeur qu'ils donnent. Et donc ils comparent ça à la viande. Et ils vont dire il y a autant de protéines dans
100 g de lentilles que dans 100 g de viande. Oui, mais c'est complètement débile de faire ça, puisque on compare avec ce qu'on mange. Moi, à ce moment-là, je vais comparer 100 g de viande séchée, et je vais vous dire, dans 100 g de viande séchée, vous avez 60 à 80% de protéines. Voilà, et donc je vais vous dire, il y a beaucoup plus de protéines dans la viande que dans les lentilles. Donc, pour moi, la comparaison, elle se fait avec des aliments qu'on mange. Donc, ce qu'on mange quand on mange des lentilles, ce sont des lentilles cuites ou des pois chiches cuits. Et donc, il faut avoir la valeur en protéines de l'aliment prêt à consommer. Et donc, la lentille, il n'y a que 8% de protéines, donc c'est hyper faible. Donc, en fait, on nous demande de manger plus de légumineuses, c'est-à-dire de diminuer la quantité de protéines et d'augmenter encore la quantité de glucides. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on connaît parfaitement le mécanisme qui est à l'origine du diabète, de l'insulinorésistance. On sait que ça vient d'une consommation excessive de glucides, puisque ça va entraîner une insuline qui va être tout le temps trop élevée, jusqu'au jour où le corps il n'est plus capable de produire des quantités massives d'insuline pour gérer cette quantité extrême de glucose qui est apportée continuellement du matin au soir, et un jour, il y a tout qui pète. On appelle ça le diabète. Donc on sait quelle est l'origine du diabète, on sait que ça vient d'une consommation excessive de glucides, mais pour autant, on ne va pas conseiller aux gens de diminuer leur consommation de glucides, et même, on va vers une alimentation qui va être de plus en plus riche en glucides. Voilà, donc posez-vous les bonnes questions avant de dire que le régime cétogène est extrême. Demandez-vous si le régime qui est le vôtre actuellement, et peut-être que vous avez un régime classique avec à peu près entre 50 et 60% de glucides, demandez-vous si ce régime-là, il est vraiment bon pour vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.